Les gens, aujourd'hui, on va traiter un PJ. Alors, je vais essayer de tous les traiter au fur et à mesure, hein, et vraiment les traiter de manière assez complète. Ce qui fait qu'on va avoir plein de choses dans l'enregistrement. Ça fait peut-être un format un peu magazine avec le personnage joueur en fil rouge. Mais voilà, je vais essayer de voir un maximum de choses, sachant que je vais pas traiter les secrets. Ça, je les traiterai uniquement en direct avec les joueurs. Je vais pas spoiler. Tous les personnages, pardon, tous les personnages n'ont pas forcément de secrets. Mais je préciserai pas s'il y en a ou s'il y en a pas. Sergent Brofer Toffarin, il a l'âge de 47 ans, c'est un humain, il est un peu plus petit que la moyenne, mais par contre il est costaud, il a une bonne carrure. Il commence à avoir un petit peu d'embonpoint, et quelquefois l'âge peut commencer à se faire sentir plus ou moins. Sinon, il est né sur Naboo. Il a connu la bataille de Naboo, hein, contre la Fédération du Commerce, celle qu'on voit dans l'épisode 1. Du coup, bah, ça l'a poussé à entrer dans les forces de défense planétaire de Naboo en tant que mécanicien à bord des vaisseaux de guerre. Il a fait son service bah, pendant la guerre des clones, même s'il n'a pas été, on va dire, en première ligne, hein. En général, la flotte de défense restait bah, soit en orbite autour de Naboo, soit dans le secteur, quoi. Euh, Ensuite, bah, il a été jusqu'au grade de sergent, et après, bah, c'était la retraite militaire. Alors, je compte que Naboo est une planète plus ou moins civilisée, un peu comme nous. La retraite militaire bah, arrive assez tôt, donc ça permet, si on le souhaite, de passer à une retraite, enfin une retraite, à une carrière civile, si on le souhaite. D'ailleurs, en carrière civile, du coup, il a acheté le Muvon, qu'il a modifié au fur et à mesure de sa vie, tel qu'il le souhaitait, et il est devenu négociant indépendant, le transport de fret, ce genre de choses. Certains diront contrebandier, euh, oui, mais à petite dose. Il a fait de la contrebande quand l'occasion s'y prêtait et quand il voyait que c'était pas trop risqué. Quand il sentait que voilà, il y avait de fortes chances de réussir et qu'au pire des cas, il se serait pris une amende et on lui aurait tapé sur les doigts. Voilà, là, c'est des projets qui pouvaient se tenter. Mais sinon, on va dire qu'il n'en a pas fait son fonds de commerce. La contrebande n'était pas son fonds de commerce. Toutefois, il était la plupart du temps dans la bordure extérieure. Pour rappel, Naboo est sur la bordure médiane. Donc il a vraiment poussé. C'est vraiment un personnage qui a finalement un certain cœur d'aventurier. Il a envie de découvrir, de s'émerveiller. Donc partir dans des endroits qu'il n'a pas encore visités. Il a tendance à voilà, pas, un peu la bougeotte et à pas forcément rester en place, du moins à ce moment-là. Parce qu'arrivé à un certain âge, ben oui, il a commencé à vouloir se poser, hein, comme je disais, l'âge commence à se faire sentir. Il a voulu se poser et ben, comme il avait accumulé pas mal de crédits, souvenez-vous qu'il touche encore sa retraite de militaire plus bah, ce qu'il gagne en tant que transporteur, ça commence à faire du crédit. Donc il a créé son atelier de réparation sur Calchebol. Alors pourquoi Calchebol? Pourquoi l'espace sauvage? Encore une fois, cette envie de voyage. Du coup, ça lui permettait de rencontrer d'autres pilotes, d'autres transporteurs qui sont allés plus loin que lui et qui lui racontent ses histoires, etc. Et en plus, d'un point de vue économique, c'est pas bête du tout. Parce que comme il est dans cette zone où ben, il y a beaucoup moins de choses, ben, ça lui fait beaucoup moins de concurrence, ce qui fait qu'il peut augmenter un petit peu les prix par rapport à ce qu'il aurait pu avoir s'il aurait été plus au cœur de la galaxie. Du coup, arrivé à l'Empire avec le Moff Sarn sur la planète, pour lui ça s'est pas trop mal passé parce que finalement l'Empire étant éloigné encore une fois de toute zone, on va dire plus ou moins civilisée, le support impérial n'était pas forcément sans faille. Donc faire appel à ses compétences, on va dire, pouvait être monnaie courante. Donc lui, ça a juste été finalement un client de plus. Et encore une fois, comme il ne faisait pas de contrebande ou quoi que ce soit, il n'avait rien à craindre à ce niveau de l'Empire. Pour rappel, il n'a pas fait non plus partie de la rébellion ou quoi que ce soit. Donc pour lui, c'était un client comme un autre. Arriva à un moment la Nouvelle République.
Et la Nouvelle République est arrivée en voulant libérer la planète et a effectué un bombardement. Et sur ce bombardement, hélas, il y a un des missiles qui a dû être plus ou moins mal guidé et a atterri en plein dans son atelier. À ce moment-là, toutes les machines, les vaisseaux qu'il était en train de réparer à ce moment-là, tout a été détruit. Alors, chance pour lui, il n'était pas dans l'atelier, il avait embarqué le MUVON pour justement protéger autant que possible, récupérer les réfugiés qui pouvaient être pris entre deux feux. C'est une bonne action qui en plus lui a rappelé, on va dire, sa jeunesse de militaire, ce qui fait qu'il a tiré sur quelques tourelles, etc. Bon, voilà, en fait, il a aidé plus ou moins à l'assaut, sans forcément le vouloir, de manière un peu peut-être involontaire, ce qui fait que il a été remarqué quand même par la Nouvelle République. Alors quand il est venu réclamer une certaine compensation par rapport à ce qu'il avait perdu, euh, la Nouvelle République a quand même, comment dire, des réflexes encore de la rébellion, c'est-à-dire qu'on fait gaffe au crédit. Voilà, un crédit c'est un crédit, on ne dépense pas trop à droite et à gauche. Du coup, ce qu'ils lui ont proposé, c'est de prendre place à bord de l'Étoile lointaine en tant que mécanicien et en récupérant son grade de sergent. Clairement, c'est une arnaque, hein. On détruit ton, ton gagne-pain et on te propose de te rembourser finalement en te faisant travailler. Donc en fait, tu te rembourses toi-même. Et pourtant, il a accepté. Il a accepté pourquoi? Toujours cette envie d'aventure. Et pour lui, à l'âge qu'il a, il considère que c'est peut-être sa dernière chance de vivre une grande aventure. Donc voilà, il est monté à bord de l'Étoile lointaine, il a accepté de bon cœur. Ça fait de lui un des rares personnages qui est heureux de sa condition, c'est un des rares personnages qui est heureux d'être à bord de l'Étoile lointaine sur cette mission. En plus, c'est un personnage qui est un peu débonnaire, qui est très bon vivant, donc ça va être un personnage qui est d'emblée assez sympathique. Encore une fois, c'est rare à bord de l'Étoile lointaine. Voilà, il y a beaucoup de monde qui a été là un peu de plus ou moins de force, ou qui sont là par défaut. Donc c'est vrai que c'est assez rafraîchissant d'avoir un personnage qui lui semble plutôt voilà, de bonne humeur et content de rencontrer de nouvelles personnes. Alors parlons de Naboo, puisque c'est sa planète d'origine, sachant que je vais pas être exhaustif, je vous conseillerais plutôt Secret of Naboo, qui est un supplément du système D20, quand Wizard of the Coast avait la licence de Star Wars, qui est très très complet sur le sujet. Donc on a tout ce qu'il faut sur les Nubiens, on a différentes planètes, différentes villes de présenter, pas seulement la capitale, pas seulement Tid. On a les Gungans, pareil, leur ville sous-marine, mais pas que. On a la Fédération du commerce aussi qui est présentée. Donc vraiment un supplément. Et je crois qu'il fait que 100 pages, mais en 100 pages, franchement, il développe un peu tout. Et moins de 100 pages parce qu'en plus, je crois qu'il y a un scénario dedans qui est de souvenirs très classiques et trop proche de ce qu'était l'épisode 1 de Star Wars. Mais voilà, c'est en tout cas au niveau contenu lore, vraiment sympa et intéressant. Le hic, c'est qu'il est plus produit, forcément. Donc soit vous le trouvez d'occasion, soit en PDF. Alors voilà, bot de YouTube, le piratage c'est mal, mais si vous le voyez en PDF, prenez-le. C'est vraiment, il vaut le coup. D'abord, on est où? On est dans le cœur du secteur Chomel, dans la bordure médiane. C'est très loin, très très loin de mes joueurs, et c'est à l'opposé de là où ils sont censés aller. Donc si vous souhaitez y aller, va falloir une bonne raison. Voilà. Alors je dis pas que ça ne peut pas arriver, je ne dis pas que ce ne soit une mauvaise idée d'y aller. Comme toujours, vous avez un vaisseau, vous prenez la direction que vous souhaitez, il n'y a pas de souci là-dessus, mais clairement, ça serait un voyage qui vous coûterait énormément en temps et en énergie. Je crois que c'est de ce que j'ai dit à chaque fois où ça vous coûterait énormément en temps et en énergie, Naboo est le pire. Puisqu'on n'est même plus dans la bordure extérieure, on est encore plus dans la bordure moyenne. La planète en elle-même, on est sur une planète très proche de ce qu'est la Terre, hein. On est tempéré, il y a un peu de tout, montagne, plaine, forêt, marécage, flotte, enfin lac, mer, océan, voilà. Il y a un peu de tout, c'est vraiment comme la Terre. Du coup, ça en fait une planète très très sympa pour un maître du jeu et des joueurs qui débutent. Ça fait pas trop de contraintes environnementales à prendre en compte. Pour dans le détail, comme j'ai dit, elle est tempérée, la gravité est standard, les cycles sont à peu près les mêmes, on est sur du 26 heures, 312 jours, voilà, c'est kiff kiff, donc vraiment facile quoi.
Sinon, on a 4 milliards et demi de personnes, des humains, des Gungans pour la majorité. Après, il y a toujours forcément quelques extraterrestres qui traînent dans le coin par visite, etc. Sachant qu'en plus, c'est une planète qui historiquement et politiquement a quand même son intérêt. Donc voilà, grosso merdo, c'est des humains et des Gungans. Après, on ne nie jamais qu'il peut y avoir d'autres espèces de passage sur place. Le ratio, on a 3 fois plus de Gungans que d'humains, c'est du 75-25%, 75% Gungan, 25% humains. En langage, ils me disent basique et Gungan. Clairement, les Gungan parlent le basique, hein, c'est un dialecte de basique. On comprend ce qu'ils disent. Il y a certes plein de mots d'argot, même étrangers, qui ont été glissés dans la version cinéma, mais clairement, on comprend ce qu'ils disent. C'est du basique, c'est juste que, voilà, c'est pas grave, on comprend l'ensemble de l'idée de ce qu'ils veulent dire. Du coup, il n'y a pas besoin de G, de D en langage pour comprendre ce que dit un Gungan. On lui produit beaucoup de céréales, porte des œuvres d'art et tout ce qui est de luxe, beaucoup de luxe. Importation, ça va plutôt être de la technologie basique. Comme ce qu'ils produisent, c'est du luxe, ils en produisent pas beaucoup, et du coup, pour tout ce qui est d'usage courant, voilà, là on fait de l'importation. Quelques petits mots sur le système en lui-même, sachant que je pars du Soleil vers l'extérieur. Donc on a Mot, qui est une planète de roche ardente. On a Erep, même chose, planète de roche ardente qui a une lune. On a Naboo, du coup, qui est une planète terrestre habituelle, etc., qui a 3 lunes. Je sais plus qu'est-ce qu'il y a sur les lunes, si c'est habitable ou pas. Il faudra revoir sur le supplément. Widow, qui est une planète de roche stérile qui possède une lune. Storm, qui est une planète géante gazeuse, et vu son nom, à mon avis, il y a des tempêtes dans cette géante gazeuse, qui a 32 lunes. Réminiscence sur ces 32 lunes, il y en a une au moins qui sert de prison pour les Nubiens. Ils ont installé une prison sur une de ces lunes. TFP9, qui est une station spatiale qui est en orbite donc autour du système, qui termine le système, qui est une station qui appartient à la Fédération du Commerce. Alors je sais plus si elle est toujours active après l'épisode 1. Mais dans les deux cas, ça peut faire des départs d'idées de scénario. Dans les deux cas, elle serait intéressante à visiter, soit parce qu'elle serait encore active mais cachée, et à ce moment-là, effectivement, si on tombe dessus par hasard, la Fédération du commerce essaiera de garder ça secret, soit si jamais elle n'est plus active, à ce moment-là, partir la visiter et essayer de trouver des données, des informations pourrait être intéressant. Ou alors, si elle a été abandonnée pour une raison quelconque, peut-être, on ne sait pas, peut-être une IA qui aurait pété les plombs. Enfin voilà, je trouve que la station Fédération du commerce qui est encore en orbite autour de Naboo pourrait avoir tout son intérêt, encore une fois, qu'elle soit peuplée ou non. Ou alors même, on pourrait faire un combo des deux. Elle est encore peuplée et utilisée de manière secrète, mais l'IA pète les plombs, et du coup, que faire Est-ce que pour essayer de s'échapper, on est obligé de se déclarer? Ça pourrait être intéressant, ouais, d'avoir des personnages comme ça qui seraient des espions d'un côté ou de l'autre, et se retrouveraient coincés dans cette station spatiale avec une IA qui pète les plombs, et à se dire on va devoir griller notre couverture et créer des alliances pour survivre. Autre chose qui pourrait être créatrice de scénario, une bonne idée de scénario, à savoir que la géologie de Naboo est assez particulière. Elle a le centre creux. Là où nous on a un noyau de plasma en fusion, elle en fait le plasma est une couche, enfin, recouvre une couche d'écorce terrestre, hein, tout simplement, de couche terrestre. Donc le corps de la planète est creux. D'ailleurs, quand ils prennent le centre de sous-marin et on le disait passer par noyau planète, voilà, c'est pas pour déconner, il y a vraiment un noyau planète. Donc doit y avoir des passages possibles, mais sachant qu'il existe quand même des poches de plasma, hein, dans le corps de la planète, il y a des poches de plasma qui recouvrent encore une fois la dernière strate d'écorce terrestre. Là où je trouve ça très très intéressant, c'est si on reprend par exemple le dernier Kong versus Godzilla, ou même si on reprend les kaiju avec Pacific Rim.
le fait qu'il y ait justement sur Naboo ces grosses créatures marines, on pourrait penser justement à des kaiju. Ça pourrait être très très intéressant d'avoir une sorte de rage de kaiju, les fonds marins de Naboo, qui fait qu'ils remonteraient vers la surface. Alors les premiers touchés, c'est forcément les Gungans avec leur cité sous-marine, et qui pourraient peut-être qui donnerait l'alerte au Naboo, qui les croirait peut-être pas, du coup, parce que bon, même s'il y a la paix maintenant entre les Naboo, les Nubiens et, euh, et les Gungans, c'est peut-être pas encore le grand amour, hein, ils sont peut-être pas à 50-50, à la moitié, de toute façon, ils sont pas à 50-50 sur la planète, mais bon, il y aurait peut-être pas tant que ça de Nubiens et de Gungans qui se mélangent. Encore une fois, par contre, je pense que suite à l'épisode 1, il y a des grandes ouvertures qui se font d'un point de vue échange et commerce entre les deux peuples. Fin de la parenthèse. Du coup, oui, ce serait assez sympa d'avoir comme ça des attaques de kaiju qui se font sur la planète, que ce soit du côté Gungan et puis ensuite vers les villes principales de Naboo, à savoir à chercher une raison à cela. Il faut voir qu'est-ce qui mettrait en colère les kaiju ou les pousserait à attaquer vers la surface pour le coup? Est-ce que ce serait une évolution génétique d'une espèce qui commencerait à vouloir sortir de l'eau? Enfin bon, voilà, ça serait très très intéressant à développer des attaques de kaiju sur Naboo en partant de ce principe qu'il y a un centre creux qui pourrait cacher une sorte de monde perdu à la Conan Doyle, hein, sous-marin, au sein de Naboo. Un petit peu l'histoire aussi de Naboo et de son peuple autochtone, les Gungans, qui reste quand même un peuple guerrier. Mais dis donc, qu'est-ce qui a fait que ce soit un peuple guerrier? En fait, ils ont longtemps dû se défendre des Burzas. Alors les Burzas, ce sont des sortes de créatures quadrupèdes qui en fait, sont hyper intelligentes. En gros, elles auraient très bien pu être l'espèce maître, hein. Si jamais les Gungans n'avaient pas gagné, ce serait peut-être rempli de Burzas en fait qui auraient évolué et seraient devenus une créature pensante. Donc là, on est plutôt sur des sortes de créatures demi-conscientes qui étaient quand même excessivement agressives. Pareil, on pourrait s'en servir pour faire un scénario dans le sens où on aurait quelques Burzas qui auraient survécu et du coup qui reviendraient à l'attaque et les Gungans essaieraient d'y mettre fin. Sauf que les humains, eux, ils n'ont pas connu les Burzas et voient ça comme une sorte d'espèce en voie de disparition et du coup auraient tendance à les protéger et ça pourrait limite retendre un peu la cohabitation humain-Gungan, avec d'un côté les humains, on va dire, écolo-bobo qui disent non mais faut protéger l'espèce, et de l'autre côté les Gungan en mode ah non mais ça va tous nous bouffer si on les laisse faire. Donc voilà, donc à savoir après du coup le casus belli, même pour les joueurs, hein, en mode que fait-on? Est-ce qu'on protège l'espèce? Ou est-ce qu'on estime que c'est un réel danger et il faut l'éliminer? Ça peut être assez sympa dans le genre un peu si on repart avec toujours les scénarios de bébêtes, une sorte de Jurassic Park qui veut se mettre en place, ou de zoo avec des Burzas et qui perd le contrôle et on se rend compte que les Burzas sont hyper violents et pas faciles à garder. Ou inversement, des braconniers Gungans qui veulent absolument avoir les derniers Burzas qui existent et donc faire un génocide de bestioles, hein, et faire disparaître à tout jamais de la galaxie les Burzas, et du coup des Nubiens qui essaient de les protéger tant que bien que mal. Ça serait pas mal, ouais, un scénario où vraiment on limite laisser les joueurs se poser la question quelle direction prendre par rapport à ces créatures. Après ça, et des milliers d'années avant que les humains n'arrivent, une autre espèce a essayé de coloniser la planète et les Gungans ont réussi à les repousser. Ça fait partie du passé de cette espèce autochtone et c'est pour ça que je dis vraiment c'est une espèce guerrière, c'est vraiment une race qui a un profond enracinement guerrier. Et donc ils ont réussi à les repousser, mais cette espèce qui est venue a laissé des traces, a laissé des ruines, des statues et
allez donc savoir quoi, d'un point de vue technologique, etc. Il peut y avoir des ruines perdues de ces espèces. Là aussi, ça peut être la porte ouverte. Il ne précise pas quelle espèce c'est. Alors, ce qui pourrait être intéressant, ce serait par exemple les Rakata, qui pourraient avoir laissé des ruines. Et on sait que certaines bases de données Rakata ou quoi sont extrêmement importantes et ont des informations plutôt intéressantes que plein de monde se disputerait. Donc ça pourrait être sympathique. Après, sinon, si on veut aller un peu plus loin, ça pourrait être aussi peut-être des Massassi ou des sites pendant la guerre des sites, hein, qui auraient été de passage et qui auraient voulu s'installer. Ou alors, avant même ça, les fameux premiers Jedi sombres qui ont été envoyés en exil, peut-être auraient pu essayer, tenter de s'installer ici. Après, c'est un peu plus compliqué parce que là, on parle d'utilisateurs de la force, et c'est vrai un grand nombre d'utilisateurs de la force qui viendraient sur une planète pour un peuple guerrier, même tel que les Gungans, sachant que c'était il y a des milliers d'années, donc pas forcément avec le même niveau technologique, ça aurait été très compliqué quand même pour eux de les repousser. Donc avoir le nombre, etc. Mais pour ce qui est des Jedi sombres ou des Sith, ça peut être très très intéressant si on a des ruines et des holocrons, ou alors un esprit, c'est déjà arrivé hein, dans les comics, un esprit Sith sur place ou Massassi, ça pourrait être intéressant aussi. Ça peut être un scénario sympa pour des PJ utilisateurs de la force. Donc ensuite arrivent les humains avec 3 vaisseaux pour coloniser Naboo. Et là aussi, au début, ça se passe pas très bien, hein. Les Gungans, on va dire chat échaudé, craint l'eau froide, ont commencé par combattre les humains. Donc on a 3 vaisseaux qui arrivent. Là aussi, c'est sympathique, on pourrait utiliser le fait qu'il y ait 3 vaisseaux de manière assez intéressante, dans le sens où on pourrait en avoir un qui justement se serait craché dans la partie, comme je disais, un peu monde intérieur de Naboo, voir après comment il se serait développé, etc. Et du coup, avoir cette espèce, parce que c'est des milliers d'années plus tôt, donc encore une fois, j'en parle dans le principe, les humains évoluent selon leur environnement, du coup cette nouvelle espèce qui émergerait tout d'un coup de Naboo et qui serait peut-être justement assez vindicative. Donc ça pourrait être sympa à développer. Ou sinon, un autre vaisseau, par exemple, sur les 3 vaisseaux qui seraient tombés, un autre vaisseau qui n'aurait pas eu de déploiement, en fait. On peut imaginer sur des voyages au long cours, hein, sur une colonisation au long cours, qu'ils aient utilisé une sorte d'hibernation, et qu'en fait, le troisième vaisseau, en fait, n'aurait pas comment dire, aurait commencé à coloniser, et voyant que il se trouvait face à des Gungans sauvages et très, très vindicatifs, très agressifs, serait reparti en hibernation dans le vaisseau, espérant revenir des années plus tard, quand l'espèce aurait soit évolué, soit disparu, et se réveillerait finalement, verrait les Gungans, on reprendrait leur principe de ah, faut se défendre, etc., sans connaître la nouvelle alliance maintenant entre Gungan et humains. Du coup, une sorte de décalage qui paraît pourrait retendre la situation de paix actuelle entre Gungan et humains. Bon, du coup, on reprend la chronologie, histoire de boucler la boucle. Euh, les humains et les Gungans sont arrivés à un moment de statu quo où les humains sont restés sur la surface et les Gungans sont partis vivre sous l'eau. C'est resté comme ça pendant longtemps jusqu'aux événements de l'épisode 1, à partir duquel on a eu un accord de paix entre les deux peuples et même un début d'échange culturel, commercial, etc. Le problème, c'est que déjà c'était assez timide, hein, parce qu'il ne faut pas oublier quand même, il y a des milliers d'années de guerre derrière avant tout ça. On est, comment dire, reparti en arrière dans ces bonnes résolutions avec l'avènement de l'Empire. Parce que Palpatine, faut pas oublier, qui vient de là, qui vient de Naboo, et du coup il en a fait sa maison de campagne. Et Naboo est très vite revenu dans le giron de l'Empire. Euh, le, comment dire, la reine actuelle
a été débouté, et c'est finalement Panaka qui a échu le pouvoir de la part de l'Empire et qui est devenu Moff du secteur de Shomai. Donc voilà, du coup on est sur un système pro-impérial où encore une fois les humains ont l'avantage et forcément les Gungans ont dû repartir sous la flotte. Mais faut penser aussi qu'il y avait une certaine rébellion qui s'est installée sur Naboo. Heureusement, du temps où la reine résistait, il y a certains Jedi qui ont été cachés sur Naboo. Donc voilà, on peut pas nier ça, et ce qui fait que je pense, alors là, par contre c'est moi qui suppose, qu'il y a des Gungans qui sont passés dans la rébellion et qui ont peut-être été extraits de la planète. Parce qu'arrivé un moment, avec la présence de Palpatine, je pense pas que la rébellion sur Naboo ait pu durer très longtemps. À mon avis, Naboo a été complètement sous la coupe de l'Empire assez rapidement. Peut-être quelques poches de résistance, mais qui du coup se trouvaient sclérosés, ne pouvaient pas agir de manière trop importante avec une telle présence impériale. Alors juste une petite précision par rapport au personnage de Sergent Brofurt Tanfarin. Lui, il est parti après la guerre des clones. Du coup, il n'a pas forcément vu le retour de l'Empire sur Naboo. Il n'a pas forcément vu des exactions contre les Gungans, ni forcément ce qui a pu se passer aux poches de résistance rebelles qui pouvaient cacher quelques Jedi sur Naboo. Donc il n'a pas de ressentiment, du moins à ce niveau-là. De plus, les retours qu'il a pu avoir vis-à-vis de Naboo vont être soit de seconde main, soit des retours, on va dire, publics, sur tout ce qui est information publique. Donc ils peuvent être biaisés. Voilà pour ce qu'il en est du savoir officiel de Sergent Brofurt Taufarin par rapport à sa planète. Pourquoi détailler autant la planète natale de Brofurt? Déjà parce que c'est Naboo, donc c'est intéressant. C'est une planète qu'on a vue et dont on ne connaissait pas forcément tout. Mais moi, j'ai appris pas mal de choses, c'est plutôt cool. Mais aussi parce que j'estime que les humains dans le Star Wars D6 ne sont pas assez développés. C'est-à-dire qu'en fait, les extraterrestres, les aliens en général, ont des talents spéciaux, des choses qui sont vraiment en, en direct par rapport à leur environnement, que ce soit physique ou culturel. On va dire les Twi'lek ont des avantages, genre ils ont leur l'écu avec lesquels ils peuvent faire une sorte de code secret. Enfin, chaque espèce en fait a des choses qui sont vraiment particulières par rapport à leur race, mais aussi par rapport à leur monde, à comment ils ont vécu et l'environnement qui existe sur leur monde, qui n'est pas le même partout. Et ce que je trouve bizarre, c'est que pour des humains qui ont colonisé les planètes et qui sont restés pendant des générations, il n'y a aucune évolution du corps humain. À titre d'exemple, je pourrais vous donner la série The Expanse, où on a colonisé le système solaire et bien, les Saturniens n'ont pas du tout la même tronche que des Martiens. Alors pas du tout la même tronche. On part encore une fois d'un corps humain, donc il y a une base qui est certes similaire, mais un Saturnien par exemple est très grand, élancé et plutôt fragile, alors qu'un Martien est plus robuste. Pourquoi? Parce que les Martiens ont une vie militariste. C'est un monde très militariste. Et du coup, ils sont assez, voilà, ils sont assez musclés, plutôt athlétiques, on va dire. Pour autant, quand un Martien va sur Terre, avec une gravité qui est beaucoup plus forte que celle de Mars, eh ben, il se sent pas bien. Il se sent pas bien, et puis en plus, il doit prendre un médicament spécifique pour arriver à résister à cette gravité. Donc, je trouve dommage qu'il n'y ait pas ces différences-là sur les différents êtres humains qui peuplent la galaxie et qui pourtant sont amenés à vivre dans des environnements très différents. Donc pour moi, un humain de Tatooine ne sera pas forcément exactement pareil qu'un humain de Coruscant ou de la Cité des Nuages, pour vraiment prendre des mondes assez opposés. Si on prend vraiment des extrêmes, on pourrait dire Hoth, mais Hoth est très peu peuplé, hein. Il y a quasiment personne là-dessus. Mais il y a d'autres planètes qui sont glaciaires et qui sont beaucoup plus peuplées. Donc il y a voilà, le corps humain est amené à évoluer comme n'importe quel être physique, hein, finalement, et à évoluer génétiquement au fil des générations.
Darwin, quoi. Et du coup, je trouve que ce n'est pas du tout développé dans Star Wars, alors qu'on est quand même dans une galaxie qu'on suit pendant des milliers d'années. Et encore une fois, des colons qui sont restés sur des planètes, tout le monde n'est pas comme les héros, avoir un vaisseau et passer de partir de planète en planète, etc. Et même si j'allais plus loin, on prend le jeu de rôle Warhammer 40 000, où ils ont carrément prévu l'origine des personnes euh, qui seraient nées et auraient vécu hors monde, c'est-à-dire à bord de vaisseaux ou de stations orbitales. C'est pareil, ils ont un physique qui est spécifique à comment se développerait le corps humain si jamais pendant des générations et des générations et des générations, les gens vivaient dans ces conditions-là. Donc je trouve ça très très intéressant et du coup j'ai envie de l'instaurer dans Star Wars. Alors concernant Naboo précisément et puis notre sergent Brofarto-Farin, bah effectivement Naboo du niveau contrainte physique, enfin contrainte environnementale et du coup les effets physiques sur son corps, il n'y a pas grand-chose. On voit que Naboo est tempéré, qu'il y a une gravité standard. Enfin quand je l'ai décrit tout à l'heure, quasiment tout est standard, quasiment tout est dans les canons, on va dire, dans les caractéristiques de la Terre. Donc bah, ça fait pas, voilà, physiquement, il n'y a rien de spécial. Il va pas avoir de talents spéciaux par rapport à son physique. Mais avec tout ce qui sait de Naboo, et pour toute personne qui vient d'une planète ou d'une autre, j'estime que quand on a grandi sur une planète, on sait des choses sur celle-ci. Donc en général, je donnerai à chaque fois un bonus savoir sur la planète d'origine. Donc là, pour le sergent Brofarin, il va avoir un dé supplémentaire pour le savoir qui concerne Naboo. Alors à chaque fois, le savoir, ça sera plus un dé ou plus 2 dés. Ça va dépendre du temps qu'il aura passé sur la planète. Le sergent Brofartofarin, il a passé toute son enfance sur la planète. Après une bonne partie, même s'il était proche de la planète en orbite avec des vaisseaux de guerre, mais bon, il était encore, on va dire, plus ou moins présent sur la planète. Mais après, quand il a attaqué sa deuxième vie, on va dire, de transporteur de fret, qui est parti directement dans la bordure extérieure, c'est-à-dire quand même assez loin de sa planète d'origine, j'estime que toutes les informations qu'il a eues sont des informations de deuxième voire troisième main. Donc, bah, beaucoup moins d'actualité. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas 2D, mais simplement 1D, parce que Naboo a continué à vivre, à évoluer sans lui. Donc il a des informations de base, parce qu'effectivement, il a vécu quand même assez longtemps, donc plus 1D, mais il faudrait qu'il soit parti là, en fait, au début de la campagne, il faudrait qu'il ait tout juste quitté Naboo pour avoir 2D. De même, je vais lui ajouter un dé supplémentaire, que ce soit en mécanique ou en technique, pour tout ce qui concerne le nubien. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, quand on voit la réaction, quand on fait c'est du nubien, je pars du principe, et puis en plus ça se voit quand on voit les différents vaisseaux dans la galaxie de Star Wars, quand on voit un vaisseau de Naboo, on le sait directement que c'est un vaisseau de Naboo. Pas besoin de le dire. Voilà, ils sont chromés, ils ont des lignes fluides, simples. Vraiment, c'est vraiment quelque chose. Et c'est de même pour les blasters. On voit à un moment des blasters de Naboo. Pareil, ils ont ces lignes fluides et simples et chromées. Donc, j'estime que tout ce qui vient de Naboo a quand même une certaine identité. Pour le réparer, c'est pareil, parce qu'en fait, il doit y avoir comment dire, cette manière de faire, cette sensibilité, pour moi, doivent se retrouver aussi dans la technicité. Une certaine, je sais pas, une certaine façon de faire, une certaine peut-être pureté dans l'assemblage, une certaine élégance dans les circuits imprimés, dans la manière de dessiner chaque chose. J'estime que ça doit se retrouver et que du coup, quelqu'un qui est nubien va d'emblée savoir où va être, comment va être agencée une carte mère, comment, voilà. Je sais pas, nous de base, on a tendance à mettre le processeur au milieu, les barrettes mémoire d'un côté, etc. Il y a il y a une habitude, mais qui dit que tout le monde ait cette même habitude finalement, quand encore une fois, on voit tout un tas de planètes, tout un tas de cultures, et nous on met le processeur au milieu parce qu'on estime que c'est
plus importants, c'est-à-dire sans il n'y a pas le processeur, il n'y a pas le reste, mais d'autres mondes peuvent réfléchir autrement. Et du coup, ben, quand on n'est pas de ce monde-là, quand on voit une carte mère où ben, le processeur, pas de bol, il n'est pas au milieu, il a été mis à droite, à gauche, allez savoir, il est pas refroidi par un gros ventilateur qui se voit bien, ils ont plutôt fait un système, on va dire, avec un radiateur tout fin, mais ultra efficace, etc. Du coup, ben, on n'aura pas forcément les mêmes réflexes, forcément la même visibilité de ce qu'on répare. Je sais pas si ça va parler ce que je dis à tout le monde, parce que moi je vois une carte mère, je sais ce que c'est, je sais comment c'est branlé, mais c'est peut-être pas le cas de tout le monde. Mais grosso merdo, voilà, ce qu'on a comme acquis, ce qui est pour nous, on va dire, limite standardisé, ne l'est peut-être pas pour toutes les cultures. Bah si, un truc très simple, les claviers. Nous, on marche beaucoup avec le clavier AZERTY. C'est pas la même chose pour tout le monde. Il y a certains pays, ils n'ont pas le clavier AZERTY. Il y en a d'autres, ils ont carrément des caractères différents. Ils n'ont pas le A, B, C, D, ils ont du cyrillique ou quoi. Et ben là, on est un peu paumé. Donc c'est un peu ça, en fait, ce que j'essaie d'exprimer. L'ordre des choses n'est pas forcément le même pour tout le monde. Et du coup, eh ben, un Nubien qui va réparer du Nubien aura des facilités. C'est pour ça que pour moi, il a un dé supplémentaire. Voilà, du coup, qu'est-ce que je vais lui mettre d'autre? Des avantages narratifs. Alors, ce que j'appelle avantage narratif, tout simplement, c'est des avantages qui ne donnent pas de dés supplémentaires, qui n'ont pas comment dire, de points de règle derrière pour les officialiser ou quoi. C'est vraiment des avantages que je vais estimer dans l'ordre des choses pour le personnage, et du coup, encore une fois, des sortes de portes qui s'ouvrent pour lui pour pouvoir agir de telle ou telle manière. Alors, le premier que je vais ajouter, c'est qu'il ait du savoir militaire. Alors, je vais pas me mettre forcément un dé supplémentaire, parce que le savoir militaire, ça peut être beaucoup de choses, hein. Ça peut être juste d'avoir connaissance de l'échelle hiérarchique jusqu'à du savoir vraiment tactique, professionnel, etc. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que on a un sergent Brofer Toffarin, sergent, qui a fait une carrière militaire, mais en tant que mécanicien. Donc, il a comment dire, un savoir minimal qui se doit d'acquérir pour fonctionner au sein d'une armée, qu'il soit mécanicien ou qu'il soit soldat. Il y a des basiques, il y a des choses que chacun doit savoir. Donc, il sait déjà tirer au blaster, etc. On voit qu'il a des compétences en blaster, esquiver, etc. La seule chose qui m'embêtait vraiment sur sa fiche, c'est qu'il est construit comme un contrebandier et on n'a pas de reste de sa carrière militaire. Ah, s'il a un peu de commandement, il me semble, donc ça en fait partie, ça sera un avantage aussi, mais mis à part ça, pas plus quoi. Donc voilà, du coup, j'ai envie de lui rajouter ça, qu'il ait du savoir militaire, ce qui fait que, on va dire, en termes de fonctionnement vis-à-vis de l'étoile lointaine, vis-à-vis de la Nouvelle République, du commandement militaire, etc., voilà, il va pas être désarçonné, contrairement à beaucoup d'autres personnages qui ont été des civils, qui ont été embauchés sur le tas, et qui, eux, n'ont jamais connu l'engagement militaire. Donc c'est pour ça il va déjà y avoir des couacs sur les ordres donnés, qui vont être peut-être donnés d'une certaine manière par habitude, par le commandement militaire, et reçus d'une totale autre par les civils. Il y aura peut-être des ordres où un militaire il pose pas de questions, il fait ce qu'on lui dit, et inversement le civil, me quoi? Non, j'ai pas envie. Ça n'existe pas chez un militaire, ça de non, j'ai pas envie. Mais un civil, voilà, peut avoir des réactions qui vont être différentes. Ou alors, il va y avoir des ordres qui sont, on va dire, on va dire, qui vont de soi, des choses qu'on n'a même pas besoin d'ordonner, qu'un militaire fera, et pas forcément un civil. Donc, pour moi, il a tous les codes nécessaires pour évoluer dans ce monde-là. Voilà, lui, il n'aura pas de problème avec ça. L'avantage aussi, ça c'est bon, je le dis pour la forme, hein, je vais pas faire que des avantages, machin, etc. Mais c'est pareil, c'est pour le coup, il est un bon relais pour entre les deux mondes, parce qu'il connaît la vie civile aussi. Et ça, c'est vrai que ça peut être un avantage si jamais les chefs militaires ont des problèmes relationnels avec les civils, il peut être un bon appui pour faire la liaison entre les deux.
Ensuite, parlant de civil, c'est forcément quelqu'un de très civilisé. On le voit sur la planète Naboo, tous les gens sont très très civilisés. Alors après, on a un regard qui est peut-être biaisé par le fait que on voit ce qui est de l'entourage de la princesse Amidala, ou la reine Amidala. Non, les reines, hein. Donc on a peut-être ouais, un point de vue un peu biaisé dans le sens où on voit la classe haute de Naboo et pas forcément le reste de la population. Mais encore une fois, je trouve que dans l'ensemble, il me semble qu'on a affaire à des gens civilisés, ce qui fait qu'il va avoir une certaine étiquette. Il a connaissance de l'étiquette. Alors même si ça reste un mécano avec son bleu de travail tout dégueulasse, etc. Mais si jamais il est appelé à aller à une soirée mondaine, il saura qu'il doit aller prendre une douche, se tailler la barbe et sortir son costume de son placard. Et il saura comment se comporter pour être bien dans la soirée. Donc voilà, ça fait partie de ces avantages, on va dire, non scorés, mais qui peuvent être intéressants en cas de besoin. C'est quelqu'un qui peut tout à fait se montrer civilisé à des moments où cela est nécessaire. Qu'est-ce que j'avais vu aussi? Très rapidement, le savoir Gungan. Donc, des connaissances sur la culture Gungan, mais ça, j'en ai déjà parlé un peu plus tôt. Voilà, il n'est pas ignorant de cette espèce. Il l'a forcément côtoyé plus ou moins. Enfin, une chose que j'avais envie de rajouter aussi, c'est les champs de contact, en fait. On va dire une sorte de sélection de gens qu'il peut connaître. C'est pareil, c'est quelque chose qui n'est pas du tout développé dans Star Wars. Là où c'est développé, et je trouve ça très intéressant, c'est dans le monde des ténèbres, tout ce qui est vampire et compagnie, où on va dire il y a beaucoup de politique et du coup c'est très important de savoir à quel monde on va dire on peut accéder, à quel type de personnes on peut accéder et pourquoi. Le seul reproche que je ferai par rapport au monde des ténèbres, c'est qu'ils considèrent ça comme une compétence. Et du coup, c'est un peu abstrait. Quand on met des points dedans, on gagne des contacts. Et alors que c'est quelque chose qu'on peut perdre en cours de jeu. Et donc on met de l'XP pour gagner des contacts, mais on peut le perdre en termes de jeu. Pour moi, c'est de l'ordre pareil, du background et du narratif, encore une fois. Ça doit rester dans l'ordre du narratif. C'est des choses qu'on peut gagner ou perdre uniquement dans l'ordre du narratif. Mettre une question d'expérience, je trouve ça assez abstrait. Donc, concertant les contacts que peut avoir le sergent Bruffer Toffarin, déjà tout ce qui concerne Naboo, alors pas tout le monde sur Naboo, ce qu'il va avoir c'est le champ militaire, puisqu'il a été militaire quand même toute une carrière, donc ça a dû en faire des connaissances. Tout ce qui est technique, les différents techniciens, les fournisseurs et compagnie, les Gungans. Alors pareil, hein, pas forcément tous les Gungans, mais encore une fois, j'estime qu'il a pu en connaître et qu'il peut avoir gardé des liens. Ensuite, on a tout ce qui est du domaine un peu de la pègre, mais très très peu. Encore une fois, il ne s'est pas vraiment plongé dedans. Donc tout ce qu'il va connaître, c'est quelques contrebandiers. Voilà, quelques-uns qui ont pu lui donner le bon filon, la petite mission qu'eux n'avaient pas le temps et qui rapportaient pas grand-chose et qui trouvaient que bah lui ça lui irait très bien parce qu'il aime les trucs un peu faciles. Donc ça peut être intéressant qu'ils connaissent quelques contrebandiers qui puissent contacter. J'ai bien dit quelqu'un, encore une fois c'était vraiment pas son domaine, mais il peut en connaître quelques-uns. Et après, dans tout ce qui est civil, tout ce qui est en rapport avec son métier, c'est-à-dire tout ce qui va être les services de livraison, les fournisseurs de matériel, les revendeurs, enfin voilà, tout ce qui a pu être dans son champ professionnel, dans dans sa seconde carrière. Sûr, ça n'empêche pas que le personnage puisse avoir d'autres contacts. Mais disons que ça, c'est les contacts qu'il pourra avoir d'emblée, où je vais pas trop poser de questions, où je vais pas demander de justification, que ce soit par rapport au background ou autre chose. Voilà, pour moi, c'est des choses, si en termes de jeu, ils ont besoin de ce type de contact,
Euh, c'est possible, c'est possible. C'est pour ça que je trouve intéressant de le rajouter ici. Encore une fois, de donner toutes les clés au joueur pour utiliser son personnage au maximum, de se dire, ah ben en fait, Ensuite, on va s'il me passer à manque quelque l'équipement. chose, une Et du coup, information, là, ou sur que j'ai tout de besoin d'un suite, là, sur service lui, ou il n'a pas quoi, grand-chose. je Il peux a un bleu faire de appel travail. à ce type de Alors, le bleu contact. de travail C'est possible. n'a pas de bonus en particulier, hormis le fait que c'est un truc qui est rempli de poches. Donc, c'est vrai que par rapport à d'autres personnages où on pourra se poser la question, bah, bon, ok, c'est bien, tu ramasses tout ça, mais tu le mets où? Lui, au moins, bon, il a des poches un peu partout. Du moment que c'est pas quelque chose de trop volumineux, on peut se dire qu'il arrive à le caser dans une de ses poches sans trop de problèmes. Ensuite, il a un hydrospanner. Alors, un hydrospanner, c'est un outil qui est spécifique à Star Wars. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas, ça se présente comme un tube de métal. Ça... De visu, c'est un peu comme un double sapin laser, on va dire, en termes de longueur et de diamètre. Donc, sauf qu'au lieu d'avoir un laser qui sort de chaque côté, on a sur une de ses extrémités une sorte de gel caoutchouteux qui peut en sortir et va se mettre autour de la pièce qu'on souhaite visser et dévisser. C'est une sorte de grosse, enfin de grosse non justement, c'est pas très gros comparé à une visseuse dévisseuse, une sorte de visseuse dévisseuse qui est compatible avec tout. Donc en fait c'est la forme enfin c'est le sorte de gel caoutchouteux qui va se mettre autour de la tête de la vis ou de l'écrou, hein, et qui du coup va se solidifier à volonté, hein, en fonction de comment on le manipule, pour pouvoir visser et dévisser toutes sortes de choses en fait. Donc c'est la visseuse dévisseuse magique, universelle, voilà. On n'est pas obligé d'avoir la tête spécifique et tout ça, c'est le gel caoutchouteux qui est plus ou moins souple à volonté, qui va servir pour gripper en fait, attraper et ensuite du coup ça va tourner et faire ce qu'on lui demande. Ça peut aussi servir à percer, mais là, du coup, il faudra un forêt pour pouvoir percer. Donc ça, il n'a pas forcément sur lui. Du coup, comme c'est un tube de métal, il peut à l'occasion s'en servir comme arme, mais c'est pas du tout fait pour. Ça reste un outil. Ça veut dire que si jamais il tape avec, il y a des risques qu'il l'esquinte en fait, tout simplement. Il y a des risques de le détériorer en s'en servant comme bâton de métal, quoi. Après, ce qu'il peut aussi essayer de faire, mais c'est un peu plus compliqué, c'est d'attraper une partie du corps de l'adversaire avec ce fameux truc caoutchouteux gélatineux pour effectuer une torsion. Alors, ce sera forcément une petite partie, hein. Pour un visage humain, ça serait le nez, les oreilles, l'œil, ça va pas faire du bien, putain. Voilà, du coup, ça va vraiment dépendre de la zone sur laquelle il attrape. Ça peut être un morceau, par contre, c'est pas forcément, on va dire, une extrémité non plus. Ça peut être de la peau. Ça doit pincer très fort, mais du coup, ça va dépendre de ce qu'il atteint. Et ça fera plus ou moins de dégâts en fonction de ce qu'il atteint. En plus des dégâts plus ou moins, comment dire, plus ou moins permanents. Donc pas forcément le plus facile, et encore une fois, c'est pas du tout fait pour, donc ça risque de l'esquinter, et puis en fonction de ce que c'est, ça peut vraiment dégueulasser son engin, on va dire. Voilà, donc c'est une possibilité, c'est-à-dire que s'il n'a que ça, il n'est pas forcément sans arme, mais c'est pas du tout fait pour, et donc ça peut le détériorer, et il faudrait à ce moment-là en trouver un autre, ou le réparer. Ensuite, ce qu'il a en ce moment, alors je le dis parce que tant qu'on y est, mais sinon c'est pas forcément ce que je dirais à chaque fois. Là en ce moment, il a une sorte de long manteau en cuir et fourrure qui lui a été donné par un PNJ là pour l'instant. À peu près tous les joueurs l'ont reçu. En fait, j'en parlerai plus tard, mais disons qu'ils sont arrivés sur une planète et sans faire attention à ce qu'ils auraient dû avoir pour pouvoir y survivre. Donc il a reçu un long manteau comme ça en cuir, de cuir et de fourrure, et il a aussi un masque respiratoire
avec des filtres et compagnie pour l'atmosphère. Alors le manteau, c'est parce ils sont sur une zone qui fait très très froid, et le masque, c'est parce qu'en plus c'est très pollué. Donc voilà, c'est une sorte de filtre anti-pollution. Donc c'est pas, il n'y a pas d'oxygène à l'intérieur, c'est vraiment un masque filtrant. Et puis voilà, c'est ce qu'il a sur lui en ce moment. Donc après, il a le Muvon que je vais développer tout à l'heure. En termes de ce qu'il peut avoir dans le Muvon, il y a une soute. Dans la soute, il a pour 20 000 crédits de pièces détachées qui sont destinées au Muvon. Il a un mois de vivre, puisqu'il y a un mois d'autonomie dans le vaisseau, et comme j'ai dit, il y a l'autonomie, on va dire, tout ce qui est oxygène, électricité, enfin, source d'énergie, etc. Mais il faut bien aussi manger et boire, donc enfin, même l'eau, elle est recyclée à l'intérieur, ça va pas être dans la soute. Mais par contre, dans la soute, il a tout ce qui est la nourriture. On n'est pas dans Star Trek où il y a des synthétiseurs, machin. Non, il faut stocker la nourriture quelque part, et là, pour lui, c'est dans la soute, il y a tout ce qu'il faut pour manger pendant un mois. Il y a de l'outillage, hein. Encore une fois, c'est un mécano, donc il a tout l'outillage nécessaire à bord de son vaisseau qui lui est propre. Et bien sûr, toutes ses affaires personnelles, parce que comme beaucoup de voyageurs dans l'espace, son vaisseau est sa maison. Donc du coup, on considère qu'il a toutes ses affaires personnelles qui sont dans le vaisseau. Qui ajoute aussi par rapport à sa soute, là tout de suite maintenant, ils ont embarqué aussi 2 motospeeders à bord de la soute pour le cas où, pour la mission. Et enfin, du coup, le Muvon, donc la navette de Brofurt O'Farren. Il l'a acheté donc à la fin de sa carrière militaire, quand il a décidé de visiter la galaxie. Il n'a pas pris du Nubien, du coup. Donc le joueur n'a pas ses bonus pour cette navette-là. Tout simplement parce que le Nubien, déjà, ça coûte cher, ça attise les convoitises, et c'est rarement armé. Du coup, il s'est penché vers cette vieille navette qui datait du début de la guerre des clones, et qui avait l'avantage de connaître, en fait, parce que comment dire, le renard avait fourni pas mal de matériel du coup à Naboo du temps où ils ont décidé de s'armer et de protéger leur planète. Donc c'est un vaisseau qu'il connaissait tout de même, et dont il connaissait la fiabilité. Alors à défaut d'être rapide, plutôt lent comme vaisseau, mais au moins il est très fiable, il tombe rarement en panne, et facilement modifiable. Et du coup, il a sacrifié de la soute pour avoir son canon laser planqué, en fait. Pareil, histoire d'éviter les problèmes, il préfère mieux avoir l'air d'un vaisseau totalement civil, mais avoir une arme tout de même pour le cas où, mais pas forcément ostensible. Donc il a un système où sa tourelle s'enfonce dans le vaisseau et c'est caché sous un capot. C'est ce qui est plutôt intéressant pour une navette comme ça on va dire, d'infiltration. Généralement c'est à ça qu'elle va servir. Elle va servir à 2 choses en fait dans la campagne, à la fois de navette d'infiltration pour des zones où on sait pas trop, on peut y aller, on peut pas y aller. C'est ce qu'ils font actuellement, hein. Ils sont dans un système où ils savent pas trop s'il est sûr pour l'étoile lointaine, donc ils viennent avec un vaisseau qui a l'air civil. Et c'est aussi une navette qui peut servir de manière diplomatique, parce que si autant à l'extérieur on dirait une simple navette civile, autant à l'intérieur, encore une fois, cette façon de faire des Naboo, l'intérieur est ultra classe. L'intérieur, il y a des escaliers en bois sculpté, il y a du fer forgé. Enfin, vraiment, c'est fait très luxueux à l'intérieur. C'est très curieux d'avoir ce technicien d'ailleurs avec son bleu de travail tout taché, tout cambouis, etc. et qui vit finalement dans une sorte de mini palace. D'ailleurs, il dort pas à l'intérieur de l'étoile lointaine, hein. Il dort toujours dans le Muvon, hein. C'est la grande classe à côté. Et les personnages d'ailleurs qui ont fait le voyage jusqu'à Tauriz à bord du Muvon ont largement vu la différence, hein. C'est waouh, le grand luxe. Donc voilà, c'est vraiment le
bébé, le joyau du sergent Broffard-Toffarin. C'est si tous les contrebandiers ont une affection particulière par rapport à leur vaisseau, qui est leur maison, le sergent là, c'est beaucoup plus pour lui encore. Il a vraiment une suraffection par rapport à ce vaisseau. Il faut pas dire du mal du Muvon. On s'en fait voir, hein, il va vous gueuler dessus. Comment ça? Non, non, non. Il adore son vaisseau. C'est son joyau. C'est sa Mona Lisa. C'est voilà. Après, si j'ai un œil sur les caractéristiques, on va dire ce qui va vraiment le spécifier. Son gros atout, c'est qu'il est discret. Encore une fois, c'est un vaisseau qui a l'air d'un vaisseau civil, son armement est caché, et l'intérieur peut servir en termes diplomatiques. Donc vraiment, c'est son avantage. C'est le vaisseau diplomatique, et en plus discret en cas de besoin, qui peut s'infiltrer, etc., qui va passer, voilà. De plus, je l'ai pas dit avant, mais comme il n'a pas fait de grande exaction avec son vaisseau, comme j'ai dit, il n'a pas fait de la contrebande à tout va. Du coup, ben, ça lui permet de ne pas être enregistré comme vaisseau recherché. C'est-à-dire que même quand il y a des vérifications, il y aurait même des vérifications impériales, il passe. Il n'y a pas de souci. Il y a rien dans son passif. Il y a pas de casier entre guillemets. Donc à ce niveau-là, c'est vraiment intéressant d'avoir ce vaisseau qui passe crème, quelles que soient les situations. Encore une fois, même un contrôle impérial, même un contrôle c'est le boss, je crois, c'est le boss. Ça passe. Il n'y a pas de souci. Le gros problème de ce vaisseau, enfin le problème, c'est pas un problème, mais le gros point négatif de ce vaisseau, c'est qu'il est lent. Il est extrêmement lent. Il a une vitesse spatiale de 2. C'est tout mou. Voilà. Donc c'est vrai que lors de batailles spatiales, c'est pas lui qui va distancer l'ennemi, hein, clairement. Donc à voir. Mais il a cet effet de surprise au besoin du canon qui est planqué. Après, pour info, le canon fait pas énormément de dégâts, hein. Il est raisonnable par rapport à un canon laser, mais sans plus. Par contre, il a une bonne coque. Je trouve que pour un vaisseau de transport, la coque est plutôt pas mal. Les écrans sont dans ce qui se fait comme écran pour ce genre de vaisseau, peut mieux faire, mais la coque est plutôt pas mal. C'est une tortue quoi en fait, hein, finalement c'est une sorte de tortue, hein. Voilà, une tortue de luxe. Faut pas dire ça à Brofer, il va piquer une crise. Allez, sur ceci, il reste encore un point, c'est les techniciens avec qui il travaille. Alors ensuite, pour terminer, on va avoir les suivants du personnage. Certains personnages joueurs auront des suivants en fonction de ce qu'ils sont, de leur poste, etc., de leur commandement, etc. Ils auront des personnages, j'aimerais dire, qui seront référents et qui bosseront avec eux régulièrement dans la campagne. Alors ici, pour le sergent Broffard-Toffarin, il va avoir 3 spécialistes qui vont bosser avec lui. Pourquoi 3? Tout simplement que c'est en rapport avec ses capacités de commandement. J'estime qu'avec ce qu'il a, il peut en commander jusqu'à 3 personnes sans souci. Et encore une fois, c'est des spécialistes. C'est-à-dire que si ça arrive à disparaître, il y aura d'autres personnes, mais beaucoup moins douées, hein, que. Donc en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai leur carac. Elles sont faites, mais même si j'ai des idées, hein, pour faire leur background et tout ça, mais comme j'ai envie de créer de l'empathie avec les personnages du vaisseau et qu'il y a déjà beaucoup de personnages imposés, je vais laisser les joueurs choisir, on va dire, les personnages qui sont leurs suivants, que ce soit leur nom, leur espèce, leur background, etc. Je vais les laisser voilà, créer ça. Comme ça va déjà leur faire une certaine empathie par rapport à ces personnages. Ils vont pas vouloir les perdre vu qu'ils les ont créés. C'est des personnages qu'ils aimeront. Et puis moi, ça va me libérer un peu parce que j'ai déjà énormément à faire sur cette campagne. Ma foi, déléguer ça n'est pas forcément une mauvaise idée.
Du coup, en termes techniques, il a trois spécialistes avec lui. Il a un spécialiste des véhicules terrestres. Alors, il faut savoir, dans Star Wars, les véhicules terrestres ne sont pas à la benne, hein. On n'a pas que des speeders. Les véhicules terrestres sont utilisés soit sur des mondes tout simplement inférieurs technologiquement. Il faut arrêter de penser que tous les mondes ont un niveau technologique spatial, mais aussi sur des mondes à forte gravité. Il y a certains mondes qui ont une gravité tellement forte que les moteurs euh, comment ça s'appelle, à répulseur, ne sont pas assez puissants pour vous faire décoller de manière suffisante pour que le véhicule puisse fonctionner correctement. Donc les mondes à forte gravité, des fois il n'y a pas de speeder dessus, on n'a que des véhicules terrestres. On a un spécialiste là-dessus, sachant qu'il y a déjà des véhicules terrestres à bord de l'Étoile lointaine, c'est déjà prévu. Du coup, il est là pour ce type de véhicule, et encore une fois, on ne sait jamais, sur une mission extérieure, il sera des fois intéressant d'avoir ce type de spécialiste pour gérer les véhicules terrestres que vous utiliseriez sur des planètes à forte gravité. Ensuite, on a un spécialiste des speeders. Alors, quand je dis spécialiste des speeders, c'est à la fois land speeder et air speeder. C'est surtout spécialiste des moteurs à répulseur. Donc on en a un. Donc, tous ces moteurs qui servent à voler à plus ou moins haute altitude. Encore une fois, sur des planètes, du coup, à gravité standard, voire moins, mais pas trop forte non plus. Et enfin, on a un spécialiste sur les chasseurs. À chaque fois, je dis un spécialiste, mais c'est un ou une, hein, ça sera au joueur de décider. Donc un spécialiste des chasseurs, donc tout ce qui va être plutôt spatial. Encore une fois, on est sur une troisième type de technologie. Là où on a de la chance, c'est que justement, ils puissent commander jusqu'à 3 personnes et qu'on ait 3 types de technologies différentes à devoir assumer dans Star Wars. Voilà. Là, pour le coup, je pense avoir fait le tour. Donc ça fait beaucoup, finalement. Sur un seul et même personnage, ça fait beaucoup de choses à digérer. Sachant que je demande pas à ce que le joueur connaisse ça tout de suite par cœur, etc. Encore une fois, le maître du jeu est là pour pallier si jamais il y a des choses importantes dont il a besoin sur le moment, aller lui rappeler si nécessaire. Mais au moins, vraiment, il y a toutes les clés et les portes ouvertes sur qu'est-ce qui peut être fait avec ce personnage-là. Je pense vraiment avoir fait un tour assez complet. Voilà. Sur ce, à plus. En espérant que ça vous ait appris des choses, même si c'est pas concernant ce personnage-là, même pour les autres joueurs, même pour d'autres personnes qui ont envie de faire des trucs dans Star Wars. Et puis c'est tout. C'est bien. Allez, ciao ciao!